Jean-Luc Domingue, dracénois, fou de culture locale, régionale et de patrimoine. J'ai collecté depuis plus de 30 ans des milliers d'heures de témoignages en provençal. Et donc c'est à partir de ce savoir que je vais présenter ces quelques réflexions autour de l'eau en Provence. L'enjeu est considérable. L'eau, c'est bien sûr très important en Provence. Et ici, l'aigua est d'or. Ici, l'eau est d'or. Si l'on regarde l'implantation de l'homme, ici, elle est toujours liée à l'eau, bien sûr, au manque d'eau ou à la rareté de l'eau, mais aussi, et il faut y penser, et souvent on l'a oublié, au trop d'eau. Et on s'est toujours méfié de l'eau en Provence quand il y en avait trop. C'est ainsi que on peut parler depuis toujours d'une gestion raisonnée de la problématique de l'eau, partout, chez nous. Pour parler par exemple du trop d'eau, eh bien, on n'a jamais construit de village ou de ville au bord d'une rivière. Si l'on pouvait, on écartait toujours le lieu d'habitation de la rivière. Quand on était obligé de subir des inondations, on s'arrangeait qu'elles ne fassent que passer et ne détruisent que peu de choses en définitive, puisque l'habitat était regroupé dans les villages. Au mieux, par exemple à Roquebrune, la vie humaine se regroupait sur les bordures les plus hautes de l'Argent, et on attendait avec impatience les débords d'Argent, les crues de l'Argent, qui fertilisaient toute la plaine de Fréjus, toute la vallée de l'Argent et du Réran jusqu'à Fréjus. Les inondations chez nous étaient à la fois craintes, mais également pas destructrices, puisque de toute façon, elles ne recouvraient que des terres agricoles. La vision de l'eau chez nous, c'est bien sûr l'eau potable, l'eau domestique, l'eau apprivoisée est une eau qui est rare, qui est précieuse, qu'on économise. Tout ça va sans dire, c'est une banalité. Si on regarde l'eau dans le village, bien sûr, le cœur du village, c'est la place. Et qu'est-ce qu'il y a sur la place? La fontaine. La fontaine, c'est le centre névralgique, le cœur de la vie villageoise, lié bien sûr aux femmes et à la société féminine. Cette fontaine, c'est souvent un marqueur de la richesse d'un village. Plus le village a de fontaines, plus il est considéré comme riche, comme plantureux. Au contraire, un village qui n'a pas de fontaine, comme par exemple Taverne, où les gens n'avaient que des puits, est considéré avec presque un peu de pitié par les voisins de Barjol comme un village pauvre. On a gardé la mémoire des fontaines dans les villages. On se rappelle de qui a fait la donation pour pouvoir conduire l'eau et construire une fontaine neuve au 19e le plus souvent. C'est souvent un enjeu politique qui fait que telle ou telle fontaine garde la trace de tel ou tel élu qui a eu son heure de gloire en emmenant l'eau au village. La fontaine, bien sûr, c'est un synonyme de source, puisqu'en provençal, source se dit fouan, c'est-à-dire fontaine. Autrement dit, toute source est captée, toute source donne lieu à une fontaine. Toute source est aménagée. Il n'y a pas de source sauvage. Il n'y a que dans Manon des sources qu'il y a des sources inconnues. Toutes les sources sont connues, utilisées. On connaît la valeur de leur eau. On se déplace parfois fort loin pour aller chercher l'eau de telle ou telle source. Je pense à Bargemont, où encore aujourd'hui, de nombreux Dracénois vont chercher leur eau à Couchouire, à la fameuse eau de Couchoir à Bargemont, réputée pour ses vertus particulières. Donc on est sensible au goût de l'eau et tout ça, bien sûr, est lié à ces fontaines. Si l'on n'a pas de fontaine, si l'on vit en campagne, en bastide, alors on se contente le plus souvent d'un puits ou d'une citerne.
Le puits, on le fait dans les zones de plaine, de dépression, et la citerne dans les zones un peu plus élevées, de plateau, dans les zones calcaires où il serait vain de trouver l'eau en creusant un puits. Et là aussi, il y a tout un savoir traditionnel autour de comment garder une eau de citerne potable. Souvent, par exemple, on mettait des poissons dans une citerne qui, en tournant, permettait de remuer suffisamment l'eau pour qu'elle reste potable. Il y a aussi tout un pan de notre culture lié à la recherche de l'eau. Je pense aux sourciers, aux puisatiers, qui sont de vieux métiers provençaux qui témoignent de cette importance de l'eau à côté de soi et de l'eau domestique. Ensuite, bien sûr, on pense à l'eau qui permet la survie par l'irrigation. Et là, il faut penser au canal d'arrosage, l'oubiaou. Le nom, c'est le même que le mot bief en français, qui désigne en français le canal du Moulin. En Provence, le biaou, c'est à la fois le canal du Moulin et le canal d'arrosage, pour la bonne et simple raison que c'est le même canal qui permet de faire fonctionner l'industrie locale, les moulins, les fabriques de toutes sortes, et qui permet aussi d'arroser les parcelles dites à l'arrosant, c'est-à-dire arrosables. Parce que, évidemment, des parcelles arrosables en Provence ont une valeur. En 1875, un estimatif estimait qu'une parcelle arrosable valait 5 fois plus qu'une parcelle qui ne l'était pas. C'est dire l'importance de ces terres irrigables qui, bien sûr, fonctionnent avec le partage de l'eau d'arrosage en fonction d'heures. C'est le temps d'arrosage qui est réparti en fonction de la superficie de la parcelle. Une parcelle ayant le droit d'eau est vendue avec son droit d'eau. Ce droit d'eau est inaliénable. C'est quelque chose de fondamental qui vient du Moyen-Âge. Certains canaux d'arrosage autour de Draguignan sont médiévaux, comme le canal de Fontigon, la fontaine de Hugou de Fontigon à Ampus, qui date du XIVe ou XVe siècle. Donc évidemment, la dépense d'énergie pour l'entretien de ces canaux, les corvées collectives, les enjeux est colossal. Alors le droit à l'eau, c'est un fonctionnement qu'on a en Provence qui se retrouve en Espagne, dans les environs de Valence, et jusqu'en Algérie, où on trouve cette répartition de l'eau en fonction de la superficie de la parcelle irrigable. Alors bien sûr, dans les règlements qui fonctionnent depuis le Moyen-Âge, ce partage de l'eau, il est souvent régenté par un employé municipal qu'on appelle l'égalier, qui veille au bon fonctionnement des martelières, du droit d'eau, à quel moment donner l'eau et à qui. Donc évidemment, on imagine tous les conflits d'usage et tous les procès qui ont pu se tenir depuis le Moyen-Âge autour de ces disputes autour de l'eau. Eh bien, il y avait des tours d'eau de jour, des tours d'eau de nuit, avec bien sûr une alternance, parce qu'il était plus facile quand même d'arroser de jour que de nuit. Voilà, ce système fonctionne encore ça et là, et quasiment malgré tout remplacé aujourd'hui par l'irrigation par aspersion qui a changé la donne. Lorsqu'on n'avait pas de canal d'arrosage, on pouvait néanmoins arroser avec des puits aménagés en noria, des puits à godet tirés par des animaux, ou bien comme ici à Draguignan, pas très loin de là où nous nous trouvons, je connaissais un monsieur qui avait 17 treuils dans sa propriété. Un treuil, c'était un bassin cimenté qui permettait de capter les eaux de ruissellement le long des chemins. Donc ces 17 bassins se remplissaient tour à tour avec les eaux de ruissellement et permettaient d'arroser toute une partie de sa propriété. Donc évidemment, tout un savoir
autour de l'eau d'arrosage qui permettait d'arroser les parties irrigables. Quand on avait une terre non irrigable, eh bien on savait aussi cultiver au sec. Et là aussi, cultiver au sec, c'était une gestion de l'eau, puisque ça permettait d'avoir des récoltes sans pour autant arroser. Et là aussi, aujourd'hui, on parle beaucoup de permaculture et d'autres choses de ce genre, mais autrefois, on connaissait de nombreuses techniques permettant, par exemple, de cultiver sur des tranchées remplies de débris végétaux pour y cultiver par exemple les courges. Ça permettait d'avoir des récoltes sans arrosage. On pouvait aussi par exemple semer des melons ou des pastèques sur un terrain défoncé très profondément. La première année, les remontées d'humidité dans la terre labourée profondément permettaient d'avoir des récoltes sans arrosage, etc., etc. On avait aussi des variétés malheureusement disparu aujourd'hui de légumes qui pouvaient pousser au sec, comme le haricot petit riz, qui était un haricot coco nain qu'on pouvait cultiver en plein champ au sec, au milieu des rangées de vignes ou d'oliviers. Donc tout ce savoir lié non pas à l'eau, mais à la gestion sans l'eau est aussi un savoir qui a toute son importance dans les enjeux de demain.